la une du débrief cette semaine, on va parler d'une panique dans la cyber, on va parler aussi de redevances et du cloud, avec mes débriefeurs qui sont donc Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez Z France et Afrique francophone, qui est un éditeur de protection de cybersécurité. Et également avec Éric Bothorel, député des Côtes d'Armor, La République En Marche, très impliqué sur les questions de choix technologique et de choix de société numérique. Il est auteur de plusieurs rapports majeurs dans ce domaine, dont un qu'on a encore cité au débrief la semaine dernière, d'ailleurs, Éric Bothorel. Bonjour à tous les deux, merci d'être présents. On va démarrer avec l'actualité autour de la cybersécurité. C'est un rançongiciel qui a encore une fois semé la panique, qui s'appelle Colonial. Il a semé la panique dans un grand réseau d'oléoducs aux États-Unis. Il a été conçu, on le sait maintenant, par un groupe de criminels DarkSide. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur cette attaque ? Ce qui est important de noter, c'est que ce groupe de cybercriminels, DarkSide, est un éditeur de logiciels, malveillants certes, mais de logiciels. Et qu'il a fourni... Déjà, juste ça, quand même. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des éditeurs presque officiels aujourd'hui qui produisent des logiciels malveillants. Complètement. Et le plus fou... Et on ne fait rien. C'est assez compliqué de les trouver, mais le plus fou, c'est qu'ils communiquent. Et qu'ils ont un blog et qu'ils communiquent régulièrement sur à la fois leurs attaques, mais également leurs actions. Et on pourrait y revenir après, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient se retirer des affaires suite à cette attaque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette attaque ? Pourquoi ça a semé la panique ? C'est vrai qu'un oléoduc, c'est quand même pas anodin. Oui, surtout que c'est le plus gros oléoduc qui fournit l'Est des États-Unis. Et donc, là, il y a une machine principale. Donc, il y a la Californie qui était tremblé, concernée. Ouais. Et donc, une machine principale qui servait notamment à compter le volume envoyé à chacun des clients a été attaquée et 100 gigas de données ont été exfiltrées. Et à partir de ce moment-là, pour des raisons de sécurité, l'oléoduc a complètement été arrêté. Et on sait quelles étaient les motivations de DarkSide ? Et c'est là où, justement, on distingue le rôle de l'éditeur, entre guillemets, et des acteurs à qui ils ont vendu en affiliation le rançongiciel. Et on a bien vu on sent qu'ils se sont un peu sentis dépassés par cette attaque, notamment parce que le président des États-Unis s'est saisi de l'affaire. Les plus hautes autorités se sont également saisies de l'affaire et ils sont allés jusqu'à retrouver un des serveurs des attaquants pour récupérer les données et essayer de faire repartir. C'est pour ça qu'elle est très intéressante, cette affaire, parce que ça montre quand il y a une mobilisation au niveau de l'État, on est capable d'agir. Oui, alors... Et peut-être même de faire reculer certains attaquants. On fait reculer les attaquants tous les jours, et nous, on le fait en tant que société privée, mais on le fait également en coopération avec les forces de l'ordre et au niveau international. Il est clair que cette affaire-là a une ampleur qui, effectivement, a mobilisé les plus hautes instances. Pour autant, il est fort possible que les cybercriminels se sont rendus compte que l'attaque était peut-être au-dessus des prétentions qu'ils avaient, et peut-être qu'ils avaient une mauvaise configuration qui a fait qu'on a réussi à les retrouver plus facilement que d'autres. Vous voulez dire un mot là-dessus, Monsieur Bothorel, sur cette attaque qui fait paniquer tout le monde ? Enfin, c'est les rançongiciels là, qui ne nous lâchent plus depuis le début de l'année. Oui, et sur Bismart, vous avez l'habitude d'aborder ce sujet. Je vous en remercie parce que ça fait partie finalement de la vulgarisation, de la sensibilisation de ceux qui sont sous l'emprise de cette menace. Non, ce qui est intéressant, je voyais réagir finalement au côté assez institutionnel de ces entreprises cybercriminelles, plus ou moins en voie d'institutionnalisation. Et il ne faut pas oublier que dans certains cas de figure, ils sont capables de faire des propositions avec des remises, des discounts. Enfin, on est à 100 milieux du truc super clandestin, totalement obscur, etc. Enfin, on imagine le criminel à capuche, etc. Non, mais c'est des véritables entreprises qui s'organisent parfois pour mener ces attaques. Écoutez, moi, simplement, parce que vous m'en donnez l'occasion, faire un lien avec l'actualité législative du moment, qui s'intéresse beaucoup au numérique et à l'environnement. J'ai rappelé lors de l'examen du texte en commission d'affaires économiques que, pour ce qui me concerne, il n'y aurait rien de pire que de sacrifier pour des enjeux environnementaux les enjeux de cybersécurité. Et typiquement sur le champ, par exemple, des choses qui permettent de limiter le nombre de vulnérabilités qui vous mettent sous le feu de diverses pratiques, dont les ransomware, il y a la nécessité de faire ces mises à jour. Un grand débat autour du développement durable et du numérique et de l'environnement. Mais je ne peux que repasser le message ce matin, parce que vous m'en donnez l'occasion, d'inviter toutes les entreprises qui ont des systèmes d'information de bien évidemment faire leur mise à jour et de ne pas renoncer à ces mises à jour.
Benoît ne dirait pas le contraire. Hein. Oui, complètement, complètement. Bon, Et d'ailleurs, partie la des menace clés qui de la aurait... sécurité aujourd'hui. Oui. Et la menace qui aurait été utilisée, le groupe d'attaquants est assez récent parce qu'il date de août 2020 et la menace qui aurait été utilisée a été découverte par certains éditeurs depuis octobre 2020. Donc il est fort possible que le système impacté n'était pas à jour. Bon, on enchaîne avec un sujet pour vous. Alors là, je disais que ça a fait l'actualité avait fait réagir mes commentateurs. Éric Bothorel, vous avez réagi à la commission pour la rémunération de la copie privée qui souhaite acter une taxe à destination des smartphones reconditionnés. Oui, enfin, cette taxe n'est pas tout à fait nouvelle, elle repose sur quelque chose qui sont des anciennes pratiques. Hein. C'était le temps où certains allaient graver sur leur CD-ROM ou DVD-ROM des copies de films, Jurassic Park ou des œuvres musicales, AC/DC, Iron Maiden, pour aller sur les terrains, pour ne pas quitter ma zone de confiance. Bon, les pratiques ont considérablement changé, la consommation des offres culturelles et notamment musicales ou filmographiques. Et aujourd'hui, on est sur une logique de flux plus que de stock. Enfin, on consomme par du streaming, etc. Pour autant, cette redevance, elle touche aujourd'hui tous les supports électroniques qui sont susceptibles de stocker de la musique. Et Copie France, qui est en charge finalement de la mise en œuvre de cette redevance, se dit que, compte tenu de l'émergence de ce marché qui est celui des terminaux reconditionnés, eh bien, alors qu'aujourd'hui ils ne sont pas frappés par cette redevance, il serait question de le faire. Et pour le coup, ma réaction est plutôt celle de la protection d'un secteur qui est en émergence, avec un niveau de prix et de rentabilité qui est quand même relativement faible. Et surtout, autant on pourrait discuter des heures sur la légitimité de ce modèle de redevance de copie privée. Enfin, autant pour moi, il n'est pas question d'aller frapper deux fois un bien alors qu'il a acquitté cette redevance quand il était dans un état du neuf. Le reconditionné est de l'occasion. Ça profite à ceux qui peuvent acquérir des téléphones portables dans des conditions tarifaires qui sont même plus avantageuses. Et voilà. Et au-delà de ça... Et puis c'est bien pour l'environnement, parce qu'on est c'est quand même une filière émergente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les smartphones reconditionnés, c'est pas quand même le gros du marché, hein, et on est plutôt content que ça progresse, on a plutôt envie d'encourager cette filière quand on parle impact environnemental. Oui, et à y émettre une taxe qui peut aller jusqu'à 16 euros, c'est de mon point de vue totalement dissuasif. En tout cas, ça me paraît un peu exotique d'imaginer qu'on veuille encourager l'émergence d'une filière en commençant par la taxer. Alors, je comprends la problématique du champ culturel, qui est notamment frappé par la pandémie, qui cherche des ressources, des recettes, etc. Il faut juste rappeler que quand même la redevance copie privée a ramené l'année dernière, je crois, de l'ordre de 250 ou 270 millions d'euros, et que le marché a déjà commencé à muter vers le reconditionné. Donc, en définitive, on n'est pas sur une perte de recettes, puisqu'elle a continué à être dynamique. Et donc, moi, je me battrai jusqu'au bout sur le fait que cette redevance ne vienne pas frapper un terrain. Encore une fois, sur le principe de je paye plusieurs fois, alors que j'ai déjà acquitté une fois, sachant que le produit a été neuf. C'est l'histoire de la poule et l'œuf. Un produit reconditionné, il a été neuf au départ. Alors, après, il y a un autre débat, je veux bien l'entendre, celui-là, c'est celui des produits qui sont importés. Et il est bien évident qu'il faut qu'on ait une règle, c'est que si le produit reconditionné à l'origine était un produit neuf qui s'est acquitté de cette redevance, alors, ce qui me concerne, je suis opposé à une nouvelle redevance. S'il ne l'a jamais acquitté, je crois que les Allemands le font, on peut envisager bien évidemment que ce produit soit taxé au moins une fois dans sa vie. Mais ça ne s'arrête pas. Ça serait Et une au-delà de ça, petite concession. Oui, allez-y. Parce que je voulais faire réagir aussi Benoît Grunemwald. Je vous redonnerai la parole après. Non, et au-delà de ça, je voudrais quand même qu'on s'interroge la façon dont... Oh, pardon. Allez-y, terminez. Oui, non, mais... Ah mais non, mais alors, c'est pas moi qui ai coupé le député Bothorel, hein, mais ça vous permet de réagir, Benoît. Oui, quand on reconditionne son smartphone, il faut aussi penser aux données qui sont dessus et aux éléments que l'on risque de transmettre à celui qui va le racheter, et bien penser à l'effacer, à supprimer ses comptes et à faire en sorte que lorsqu'on le transmet, on ne transmette pas ces données. Et on sait qu'on a énormément de données. C'est vrai qu'avec le reconditionné, il va falloir aussi adopter de nouvelles bonnes pratiques. Vous avez raison de le rappeler. Est-ce que le député Bothorel est revenu parmi nous ? Il est revenu. Super. Vous vouliez dire ? Non, je voulais dire qu'il faudra quand même s'interroger de la façon dont les choses fonctionnent, parce que là, on est en train de parler du reconditionné, mais
Imaginez quelqu'un qui a un cancer qui fait un IRM aujourd'hui, s'il demande le support de son IRM sur un CD-ROM, il va devoir s'acquitter d'une taxe de 90 centimes sur CD-ROM. Je doute qu'il aille copier Wonder Woman 1984 à la suite du CD-ROM qui contient une partie de sa vie. Bon, voilà, je pense que les choses ont changé et il convient désormais de s'interroger de la façon dont cette taxe est aujourd'hui perçue. Ok. Alors, la suite, ce sera le 25 mai, si j'ai bien suivi, hein, à l'Assemblée nationale. Premier épisode, série 1, à l'Assemblée nationale, commission de développement durable, avant la séance au mois de juin. Eh ben, nous suivrons ça aussi avec vous et dans Smartech. Autre actu, alors va falloir qu'on aille vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est la nouvelle directive DSP2 donc, qui touche à l'authentification au moment du paiement en ligne ou sur mobile. Ça a changé, ça a un peu bougé là depuis le 15 mai. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans un environnement plus sécurisé maintenant? Oui, parce que on va baisser le niveau à partir duquel on va demander une authentification sur son smartphone ou par un moyen physique, et ça va permettre de s'assurer non pas uniquement qu'on identifie celui qui fait la transaction, mais bien qu'on l'authentifie, c'est-à-dire qu'on vérifie 2 facteurs, le login, le mot de passe, plus son identité. Est-ce que ça suffira vraiment pour sécuriser de manière certaine nos transactions? Il est impossible de Ouais, sécuriser de vous allez manière me dire ça, hein. certaine nos transactions. On sait que les cybercriminels sont très inventifs, donc ils vont eux-mêmes continuer à évoluer. Par contre, cela apporte un niveau de confiance dans les transactions qui est bien supérieur. Mais alors, il y a quelque chose qui me questionne, c'est que j'ai cru comprendre que normalement, ce serait la fin de la validation par SMS des achats, parce que le SMS est jugé pas suffisamment détaché du smartphone, donc ce n'est pas vraiment un troisième facteur d'authentification. Et puis, j'ai entendu dire que finalement, si, ça pourrait quand même perdurer. En tout cas, moi, encore ce week-end, j'ai pu faire une validation par SMS. Pour tous ceux qui n'ont pas de smartphone assez récent avec l'authentification par empreinte digitale qui, elle, apporte un niveau de sécurité suffisant, eh bien, on peut encore valider par SMS. Ah bah c'est ça, il faut que je change de smartphone. Alors, merci. Dernier sujet que je souhaitais aborder, c'est le gouvernement qui a annoncé sa stratégie nationale pour le cloud. C'est Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la fonction publique, qui a présenté lundi la nécessité donc d'un cloud souverain français. Il y a 3 parties, avec notamment un label de confiance. Une réaction là-dessus, Monsieur Botorel? Eh bien, écoutez, je crois qu'il était temps. L'écosystème attendait une clarification de la doctrine autour du cloud souverain. C'est chose faite désormais. Elle l'attendait parce que les écritures précédentes n'étaient pas satisfaisantes, à la fois du côté des prestataires, mais aussi des clients. Elles reposaient, pour ceux qui s'en souviennent, d'une circulaire autour des trésors et du mouvement des trésors nationaux. Je pense que là, il y a une prise en compte des réalités qui sont celles à la fois des lois extraterritoriales que les promulguées les États-Unis et la façon de s'en protéger. Donc, l'ensemble des intervenants qui ont présenté cette stratégie sont revenus très largement dessus lundi matin pour expliquer la conjugaison à la fois d'une ambition technique et en même temps d'une ambition juridique sécurisante donc pour ceux qui contractualiseraient avec ces offres, et puis une stratégie pour l'État. Je crois que c'est Amélie de Montchalin qui parlait du cloud au centre, un côté très volontariste, au-delà des deux j'allais dire cloud interne du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Économie, finalement de muter dans ce mouvement de numérisation de l'action publique, et surtout de muter vers des offres cloud, considérant que là, c'est à la fois gage d'agilité et de sécurité. Donc, c'est une feuille de route qui est plutôt bienvenue et bien accueillie par l'écosystème. On a vu passer à l'antenne des logos de cloud qui ne sont pas du tout des clouds français. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de créer une indépendance de la France en matière de cloud. Est-ce que, à votre avis, alors je vais vous demander à votre avis à tous les deux, les conditions sont réunies avec ce plan pour une véritable indépendance? Oui, avoir un cloud français, c'est avoir sa propre souveraineté. Maintenant, on est dans un écosystème. On a des acteurs comme 3DS Outscale, on a des acteurs comme OVH, mais est-ce que ça suffit? Parce que pour l'instant, on a l'impression qu'on n'a pas encore les épaules assez larges pour être tout à fait indépendant. Il faut distinguer le cloud pour les professionnels et le cloud pour les particuliers. Et la largeur du marché n'est pas du tout la même. Donc il faut des acteurs qui ont à la fois les reins et l'ambition d'aller sur des marchés qui sont différents et complémentaires. Éric Botorel, les conditions sont-elles réunies pour une véritable indépendance de la France en matière de cloud, même je dirais de l'Europe? Parce que même au niveau du cloud européen, aujourd'hui, on utilise des technologies qui ne sont pas des technologies européennes. Tout à fait, et cette logique de licensing ou de licence octroyée
aux grands champions américains avec des entreprises françaises permettent de conjuguer cette chose. Par le passé, certains avaient finalement imaginé que la meilleure des façons de traiter ce sujet, c'était un ligne Maginot. Alors, une Maginot, dans un conflit conventionnel, a déjà montré ses limites. Je pense qu'à l'ère du numérique, ça ne marche pas. L'idée qui est qu'on met des data centers en France avec des serveurs français, sous opération française, etc., et en bannissant surtout les acteurs américains, ne peut pas fonctionner. Donc, en fait, le mariage du meilleur des technologies à la fois françaises, mais aussi sans bannir, qui est le dernier des recours possibles, finalement, enfin, ce serait rétrograde au possible. Et de mon point de vue, une très bonne approche, elle est totalement pragmatique. Et moi, je peux qu'encourager, au-delà de Drive, Upscale et OVH qui ont déjà effectivement ce label, encourager l'écosystème à venir dans ce programme et enrichir l'offre de sorte que nous puissions avoir demain des offres nombreuses qui permettent à la fois aux administrations, aux entreprises privées de s'héberger sur un cloud de confiance. Vous avez postulé pour ce label chez Z? Alors nous, on a un cloud en tant que société européenne, ça nous intéresse fortement, on participe à Gaia-X, et tout ce qui va nous permettre de prouver à nos clients que leurs données sont stockées en sécurité en Europe et respectant la réglementation européenne nous intéresse. Ça va vous aider aussi. Ok, super. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de ce débrief. Merci Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor, La République En Marche. Merci Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Juste après la pause, on se retrouve pour la grande interview de Jean-Baptiste Kempf.